cette opportunité créée par mes collègues. Merci pour le pouvoir. Ma contribution va porter sur la fonction préventive de la responsabilité civile en matière des atteintes environnementales. Mais contraint par le temps, je vais me limiter à des atteintes environnementales irréversibles. La responsabilité civile vise traditionnellement la protection du patrimoine. Mais cette notion est entendue par les civilistes de manière restrictive, comme un ensemble de biens appartenant à une personne précise et susceptible d'une évaluation en argent. Au vu de ces deux critères, l'on devine pourquoi le patrimoine naturel n'a pas toujours intéressé la responsabilité civile. D'abord, la nature n'a pas de valeur marchande, économique, et ensuite, elle n'appartient à aucune personne précise. Donc c'est presque le contraire de la définition du patrimoine en droit civil. C'est grâce aux évolutions doctrinales, jurisprudentielles et finalement législatives que l'on a reconnu progressivement la nécessité de protéger les intérêts écologiques sur les plans civils. Pourtant, je pense surtout à la réforme de 2016 qui a introduit le préjudice écologique comme un fait générateur autonome de la responsabilité civile. Pourtant, les difficultés persistent toujours et elles se manifestent au stade des effets de l'action civile, surtout face à des atteintes irréversibles. Car l'action civile aboutit dans ces cas, aujourd'hui comme hier, à la réparation intégrale du préjudice. Et comme la réparation en nature n'est pas possible, seul reste la réparation par équivalent, compensation. L'air pur, comme d'autres composants de l'écosystème, ne se laisse pas réduire à une valeur économique. Mais si on suit la logique compensatoire, il faut lui fixer un prix pour calculer l'indemnité. Quelle valeur pécuniaire doit-on en conséquence donner au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, comme le proclame l'article 1er de la Charte environnementale? Faute d'une réponse claire, c'est l'effectivité normative de la protection qui est remise en cause. Ainsi, la réglementation environnementale constitue un domaine de prédilection pour le phénomène que l'on appelle la faute lucrative. Il s'agit ici des hypothèses dans lesquelles l'agent économique décide sciemment d'enfreindre une règle environnementale en se livrant préalablement à un calcul coût-avantage, en examinant ces risques, notamment des risques juridiques. Les deux facteurs sont pris en compte dans cet examen: le montant possible de dommages-intérêts et le degré de probabilité de leur prononcer. En absence systématique d'une sanction adaptée à la nature de l'atteinte environnementale, la faute devient lucrative, ce qui incite des violations futures. Pour pallier ce déficit normatif, on se demande si, en matière environnementale, le sanction civil ne devrait pas s'orienter vers l'idée de prévention. Et une affaire récente permet d'illustrer ces problèmes. Je voudrais qu'elle serve pour un fil de conducteur à notre réflexion. En 2015, le scandale Volkswagen, aussi connu comme Dieselgate, éclate, relevant une fraude à l'échelle mondiale. L'un des plus grands producteurs d'automobiles se révèle capable de violer de manière intentionnelle la réglementation anti-pollution à l'aide d'un logiciel susceptible de tromper les contrôles sur les émissions d'oxyde d'azote. Rappelons que l'origine de cette affaire remonte à la publication d'une étude relevant des niveaux d'émissions 40 fois supérieurs aux niveaux autorisés aux États-Unis. Pendant 6 ans, le moteur manipulé ont en effet libéré sur les routes des gaz polluants accusés de réduire la couche d'ozone et d'aggraver les maladies respiratoires comme l'asthme. Le procédé étant conscient et intentionnel, ce scandale met à l'épreuve le système juridique du monde entier, y compris la France, où l'on estime qu'environ 1 million de véhicules sont concernés.
7 ans après ce scandale, je vous propose d'examiner ses conséquences sur le plan du contentieux civil, faire un bilan, pour nous pencher dans un deuxième temps sur les problèmes de l'aptitude des mécanismes compensatoires du droit civil français face à l'urgence climatique. Grâce à son caractère international, l'affaire Volkswagen nous permet, dans un premier temps, de comparer les réactions des différentes juridictions nationales face à le même problème, le même exemple flagrant d'une faute lucrative en matière environnementale. Un net clivage se dessine alors entre l'ancien et le nouveau continent. Si l'on prend l'exemple de l'Allemagne, le pays d'origine de l'affaire Volkswagen, le bilan des solutions adoptées par le juge civil s'avère modeste. En fait, le code civil allemand interdit au juge toute réparation pécuniaire du préjudice moral, hormis les cas expressément prévus par la loi, à savoir lésions corporelles, atteinte à la santé, à la liberté ou à l'autonomie sexuelle. Le préjudice moral des associations protectrices de l'environnement n'est pas envisageable de la manière qu'on connaît en France. Le même code allemand ne consacre pas la réparation du préjudice écologique pur. C'est donc logiquement qu'en droit civil allemand, l'affaire Volkswagen s'est réduite au problème du préjudice matériel et individuel de l'acheteur trompé, donc le problème du droit de consommation. Mais la question se pose alors de savoir comment indemniser les acheteurs d'un véhicule polluant alors même qu'ils ne sont pas empêchés de s'en servir. Au contraire, ils utilisent les véhicules effectivement et sans inconvénient pendant plusieurs années avant d'apprendre qu'il est particulièrement polluant. Ce qui peut surprendre, c'est qu'également en France, l'affaire Volkswagen est devenue rapidement classée comme un seul problème du droit des consommations. Comme en Allemagne, l'entreprise refuse systématiquement d'indemniser les consommateurs en affirmant qu'ils n'ont subi aucun préjudice individuel en lien avec l'installation du logiciel incriminé. Le véhicule était polluant, mais remplissait pour autant sa fonction du moyen de transport individuel. En principe, il permettait l'usage pour lequel il avait été acquis par l'acheteur. La seule conséquence économique sensible pour celui-ci, a posteriori, était la perte de valeur de la revente du véhicule concerné par l'affaire. Il a fallu attendre 6 ans pour que le premier jugement d'une juridiction française approuve l'existence d'un préjudice. Dans ce jugement longuement attendu, rendu le 27 avril 2021, la Cour d'appel de Pau estime que le seul préjudice de l'acheteur est la perte au niveau de la décote du véhicule sur le marché d'occasion, qui n'excède pas en espèces 2 000 €. La Cour condamne en outre le Volkswagen France à payer un montant de 2 000 € pour le préjudice moral, mais pour la pratique trompeuse. Loin de provoquer un véritable séisme juridique, constatant que la sanction ne concerne en fait qu'une petite fraction du prix payé pour les véhicules. Le droit de la consommation peut-il pourtant être considéré comme l'angle le plus pertinent pour aborder les conséquences de l'affaire Volkswagen sur le plan civil? Est-ce que l'obligation de rembourser une fraction du prix qui a été payé pour un véhicule pollueur constitue une sanction civile efficace? Qu'en est-il ensuite du prix payé par l'écosystème et des profits réalisés par l'auteur de cette manipulation qui était délibérée et intéressée? De l'autre côté de l'Atlantique, le droit québécois s'inscrit dans une logique opposée. Au lieu de limiter l'enjeu de l'affaire à un simple rééquilibrage des patrimoines privés, le droit civil québécois admet la possibilité pour les juges civils de prononcer des dommages-intérêts punitifs en matière environnementale. S'agissant de l'affaire Volkswagen, la Cour suprême du Québec a autorisé, par un jugement de 24 janvier 2018, l'action collective intentée par une association privée de protection de l'environnement et visant le paiement par le Volkswagen de dommages punitifs de 35 $ pour chaque habitant québécois qui aurait respiré de l'air pollué par les véhicules manipulés de janvier 2009 à septembre 2015. Cependant, l'affaire n'a pas donné lieu à un jugement sur les fonds. Elle vient d'être réglée à l'amiable en décembre de l'année dernière. Cette transaction met fin au litige, mais oblige Volkswagen à payer une somme de près de 7 millions de $ qui sera affectée à la réalisation des projets environnementaux au Québec.
une mesure qui ne va pas réparer aucun préjudice concret, mais permettre peut-être de reconstruire la biodiversité au sein de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine naturel. Au regard de ces bilans des décisions judiciaires, je voudrais m'interroger dans un deuxième temps sur la raison pour laquelle la problématique environnementale est absente dans les contentieux civils provoqués par l'affaire en France. S'agit-il d'un défaut de prise de conscience par les acteurs judiciaires ou bien d'un défaut de sanctions adaptées et effectives? S'agissant d'abord du problème de prise de conscience, on aurait pu croire que telle affaire mobiliserait un riche éventail de solutions dégagées par la jurisprudence française en matière environnementale, et je pense avant tout à la fameuse affaire Erika. On pense d'abord au préjudice moral, un mécanisme qui a vu dans la jurisprudence française une expansion et prolifération sans équivalent ailleurs en Europe. Qu'on songe au préjudice moral des associations ou au préjudice moral individuel de l'acheteur, le préjudice d'agrément ou le préjudice d'anxiété, aussi identifié comme le préjudice d'éco-anxiété. Une autre voie qui est envisageable en droit français, à la différence du droit allemand, est celle de la réparation du préjudice écologique pur dégagé par la jurisprudence Erika et consacrée par le Code civil depuis la réforme de 8 août 2016. C'est-à-dire un préjudice qui est ni économique, ni moral, mais qui résulte de l'atteinte portée à l'environnement en soi. Ces innovations clairement traduisent la volonté d'assurer une protection plus ample des intérêts écologiques. En revanche, ils ne touchent pas à l'arsenal des sanctions civiles disponibles en cas d'une atteinte irréversible. Cet arsenal reste inchangé. Par conséquent, les calculs de la réparation financière obéissent au même principe classique de la réparation intégrale. Cela explique peut-être la méfiance des demandeurs dans l'affaire Volkswagen face à un risque bien réel d'obtenir la condamnation à 1 euro symbolique pour ne pas enrichir la victime. 1 euro symbolique au titre de préjudice moral ou bien de préjudice écologique. Peut-on aller plus loin dans la recherche d'une sanction adaptée? Rappelons que le projet de réforme qui précédait la consécration en 2016 du préjudice écologique dans le Code civil, le projet élaboré par le groupe de travail du professeur Gégouzeau, formulait la proposition d'habiliter les juges civils à prononcer en matière environnementale, comme une conséquence du préjudice écologique, une amende civile. L'amende civile, c'est une sanction financière permettant au juge civil de calculer la sanction en prenant en compte d'autres paramètres que le préjudice effectivement occasionné par la violation, notamment en fonction de la gravité de la faute et du profit tiré de la violation. L'amende, le montant, sera attribué à des fins exclusives de la réparation de l'environnement par le biais d'un fonds de réparation spécifique. Non seulement la solution n'a pas été retenue par les législateurs en 2016, mais la même proposition qu'on retrouve dans le projet de la réforme générale du droit des responsabilités de 2017 n'est pas certain, car face aux multiples critiques, on ne sait pas si l'amende civile va être adoptée. En revanche, le même mécanisme de l'amende civile vient d'être consacré en droit de consommation. C'est à la fin de l'année dernière que 2 ordonnances modifiant le code de consommation, respectivement du 29 septembre et du 22 décembre 2021, consacrent en somme 3 hypothèses d'amende civile en droit de consommation. On voit bien qu'encore une fois, le droit de consommation prend le devant sur le droit de l'environnement. Pas seulement dans le contentieux civil, mais cette fois-ci dans la politique juridique du législateur. Apparemment, la responsabilité civile doit attendre son tour. Je voudrais conclure, face à ces hésitations du législateur français, par une citation qui vient du jugement québécois, de juge québécois, qui admettait l'admissibilité de l'action collective en dommages intérêts punitifs dans l'affaire Volkswagen. Le juge s'expliquait de manière suivante. Certains diront qu'on ouvre potentiellement la porte à une prise en charge par les citoyens du rôle qui incombe avant tout à l'État. Peut-être,
Mais ne s'agit-il pas, justement, ici d'une attaque intentionnelle et non accidentelle aux droits des citoyens eux-mêmes? Si l'État ne fait rien ou si les sanctions sont minimes, n'encourage-t-on pas la répétition de tels scénarios, surtout si les bénéfices outrepassent grandement les conséquences? Le juge conclut avec la phrase que je pense peut inciter la réflexion sur le droit français. L'affaire telle qu'elle présente mérite d'être débattue. Merci beaucoup.